Bonsoir à tous. Alors, vous n'êtes pas très nombreux, mais merci d'être là ce soir et je pense que vous n'allez pas le regretter. Je vais très vite passer la parole à Sophie Delage, mais d'abord la remercier. D'abord, en premier lieu, d'avoir accepté d'être la marraine de la promotion des PFE 2022, puisqu'elle avait accepté cette invitation et ça nous a fait très plaisir d'être la marraine de la promotion. Alors, pour les parrains-marraines, juste un mot, mais l'idée c'est de pouvoir accompagner la promotion qui vient d'être diplômée et de solliciter des architectes dont le parcours est particulièrement intéressant, il faut le dire. Voilà. Donc je ne vais pas anticiper sur le travail qui va vous être présenté par Sophie et son parcours, simplement pour vous dire qu'elle est diplômée de l'école d'architecture de Marseille, ce qui est intéressant à souligner, et que il y a un parcours, notamment la création de son agence, de son atelier Combat, c'est ça, Combass. On pourrait dire Combat, mais Combass. Oui, ça me plaît aussi. En 2011, du coup à Nice, c'est ça. Voilà, et puis quand même ce qu'il faut souligner, c'est qu'elle a passé son diplôme à l'école d'architecture et elle a également passé à l'époque ce qui existait, le DPEA en construction parasismique, également à l'école d'architecture de Marseille. Voilà, et puis peut-être quand même préciser que Sophie, en plus de son activité d'agence, est architecte conseil de la commune de Valbonne. Et ça, c'est important de le dire aussi parce que dans vos futures activités, vous serez amenés à avoir des parcours très différents. En tout cas, si que vous soyez en agence ou que vous soyez dans d'autres situations professionnelles, le rôle de conseil des architectes est extrêmement important. Peut-être que tu en diras un mot également, et notamment de conseils auprès des décideurs, donneurs d'ordre, maîtres d'ouvrage et collectivités en particulier. Et puis, quand même, un fait notable qu'il faut souligner, c'est que tu as été lauréate des albums de la jeune architecture et des jeunes architectes et paysagistes en 2018. Voilà, et par ailleurs, tu es présidente du syndicat des architectes de la Côte d'Azur, le SACA, donc plutôt du côté est de la région, depuis 2021. C'est ça. Enfin, impliquée au syndicat depuis plus longtemps, mais présidente depuis 2021. Voilà. Sur la suite, je passe très vite la parole et je vous remercie encore d'être là ce soir. Et merci à toi, Sophie. Merci beaucoup pour cette introduction et merci pour votre accueil. Merci aussi pour la proposition d'être marraine de promotion. Alors, moi jusque-là j'avais un filleul. Là maintenant j'en ai 121 à peu près. Donc j'ai accepté avec plaisir et en même temps sans savoir exactement quel était mon rôle et ce que vous allez attendre de moi et comment on pouvait échanger ensemble, mais avec beaucoup d'enthousiasme, et je pense que justement c'est une relation qu'on peut inventer ensemble en échange de partage d'expériences, de bons procédés et du point commun que nous avons en étant ici en ces lieux, de notre passion pour l'architecture et de vouloir l'exercer et de la rendre publique par la réalisation de nos projets. Donc ici c'est une conférence qui n'est pas forcément très ficelée, très maîtrisée, parce que j'ai fait du sur-mesure pour aujourd'hui en me disant que effectivement je m'adresse à vous en tant que marraine et en tant que relais d'expérience sur les projets et comment je peux apporter un éclairage sur les coulisses de ces projets-là et de ma façon de travailler en individuel et en collectif pour essayer de grandir plus vite, entre guillemets. Moi, j'ai expérimenté ça avec chance dans mon parcours, de pouvoir faire des rencontres, de pouvoir échanger et de pouvoir, à certains moments de ma petite carrière, grandir plus vite. Il y a des petits clapets comme ça qui s'ouvrent quand on fait une belle rencontre, quand on comprend des choses, par un partage d'expérience. Donc, j'espère que ça sera ce que je vais pouvoir vous offrir, ce qui pourra résonner en vous. Et n'hésitez pas, au fur et à mesure de la conférence, à me poser des questions, parce que on est là pour ça. J'ai décidé comme fil conducteur, de me dire quelle est la particularité quelque part
de notre métier, c'est nous imaginons ce qui n'existe pas. Ce qui n'existe pas encore. Nous le dessinons, nous le travaillons, nous apprenons les codes à l'école, tous les outils possibles pour vérifier la pensée architecturale que nous avons, mais de quelque chose qui n'existe pas et qui pourrait exister avec toutes les contraintes du réel qui s'imposent au projet. Le domaine de l'imagination, pour moi, c'est une plénitude et quelque chose qui touche à une liberté sans limite. Et après, quand on touche au réel, c'est là que s'imposent au projet les limites. Donc j'adorais cette citation, l'imagination est une forme d'hospitalité, dans le sens où quand on a une page blanche, on peut écrire ce qu'on veut dessus. Notre seul censeur, c'est nous-mêmes. Donc on navigue effectivement entre le rêve et le réel, et en fait on grandit énormément au fil de nos projets. Je pense que je ne sais pas en quelle année vous êtes les uns les autres. Le premier projet, on ne se rend pas compte de cette expérience-là, et encore le réel c'est le rendu du projet, c'est pas encore la chose construite, néanmoins il y a des maquettes, il y a des choses où vous confrontez quand même à des contraintes certaines. On grandit énormément à comprendre la société et les sujets qui se posent à nous au travers des sujets qu'on traite. Et on se comprend aussi nous-mêmes, parce qu'on voit que la façon dont on traite un projet et l'imagination qui émane de nous racontent sur nous. Alors, différents ancrages et engagements, ça vient d'être dit. Alors, le minimum que je vous dois, c'est de me présenter à vous assez succinctement et de voir d'où part l'échange. Alors, à gauche, c'est une photo du village de Valbonne, où je suis architecte conseil. Et ça peut être une vocation un peu bizarre. On entend souvent, parfois, du moins, que les architectes conseils peuvent être des architectes frustrés, ou du moins qui sont là un peu par nécessité et moins par vocation. Pour ma part, c'est pas le cas. Quand je parle d'engagement, j'ai l'impression que l'architecture gagnerait à gagner du terrain vraiment, sur tous les plans possibles. Ce village de Valbonne, c'est un des villages que j'affecte le plus, vraiment particulièrement dans les Alpes-Maritimes, parce que j'y ai grandi une partie de mon adolescence. Il y a un patrimoine architectural incroyable, et il y a une équipe municipale qui est assez ouverte à l'architecture, et donc quand il y a eu une candidature, j'ai postulé, et je pense que justement on est bon architecte conseil quand on n'est pas frustré et qu'on s'épanouit en agence. Et les deux, pour moi, s'alimentent, le conseil et l'expérience en agence. Quand j'échange justement avec les élus et la commune, je peux faire part de mon expérience avec, on va dire, sérénité, sans frustration, et en accompagnement réel des intérêts propres de la commune et de préservation du patrimoine. La photo du milieu, c'est la photo d'une cour à l'arrière et d'une place publique de l'école qui se situe au village de Combas. Donc pour la petite anecdote, c'est que effectivement, ma première façon d'exercer, c'est au sein de l'agence Combas avec mes associés Pierre Lecaire et Mathieu Renier. Et pour la petite anecdote, nous avons eu envie de nous lancer assez rapidement, de notre connaissance entre architectes. Le projet a mûri, et quand on a eu nos premières commandes, on ne savait pas comment on allait s'appeler. C'est-à-dire qu'on a mis le projet un peu à l'envers par rapport à d'autres, en se disant on dessine un logo, on précise beaucoup de choses de l'enveloppe du travail, alors que nous étions très focalisés sur les projets et sur le fait de faire du projet ensemble. Et d'un coup, ça a démarré, on a répondu en association pour cette école-là, on a gagné le concours, et là on s'est dit, il va falloir qu'on officialise les choses. Et au final, on s'est dit, on est très attaché au lieu, on est très attaché à l'histoire de notre parcours, donc il faut que nous nous appuyons avec le même nom de la commune, du maire qui nous a donné notre première chance. Donc voilà, l'histoire du nom Combas, et ça a aussi une double signification, ça veut dire petite combe en occitan, donc c'est les fascines qui sont faits avec le fil de l'eau dans les paysages. Sur la photo de droite, c'est une partie des locaux où il y a effectivement le syndicat des architectes de la Côte d'Azur que je préside depuis très peu. Pour moi, c'est une autre façon aussi d'être engagée, c'est-à-dire que je suis intimement convaincue que la qualité architecturale peut s'exprimer et peut exister
quand on défend les conditions de travail des uns et des autres, quand on défend le respect de notre propre travail. Et c'est ça que j'essaye de porter au syndicat. C'est toutes les actions en faveur de la promotion de l'architecture, en faveur des meilleures conditions de travail dont on sait qu'elles se délitent petit à petit, mais il faut continuer à être engagé et présent sur ces sujets-là. Voilà. Alors du coup, j'ai un peu fait exprès, souvent les architectes, on met des photos sans personne, et lors de mon discours, quand je m'adressais à vous, je me disais, quand on est diplômé, on est en promo, on est en groupe, et puis on a l'impression qu'on sort de l'école et d'un coup nous sommes seuls. Alors sommes-nous vraiment seuls? Non, pas vraiment. On sera peut-être seul architecte, on sera peut-être seul avec une idée à défendre en particulier, mais on n'est jamais seul. Un projet ne se fait jamais seul. Il se fait en équipe. Donc à gauche, c'est l'équipe municipale de la commune de Valbonne, avec des gens qui sont pour, contre les idées, et qui, bon bref, vous avez compris l'idée. On est porté par le groupe, et il faut qu'on porte une idée via un groupe pour qu'elle se réalise. Au milieu, c'est notre agence, voilà, c'est notre petite famille Combas, qui grandit petit à petit. Et à droite, voilà, c'est une des soirées où on voit un peu tout le monde du syndicat des architectes de la Côte d'Azur. Et donc on y voit beaucoup de confrères en train de discuter de différents sujets. Parcours. Donc j'ai déjà un peu, à travers l'introduction, parlé de nos 3 profils. Rapidement, c'est pas un conseil, mais je vois les avantages que nous avons eus à notre association, Pierre, Mathieu et moi, à avoir une grande complémentarité. Quand nous sommes associés, nous nous étions rencontrés uniquement par le biais d'agences et de travaux qui nous plaisaient. Donc on s'est rencontrés à l'agence CAB, et c'est pas un hasard finalement. Tous les 3, nous cherchions à travailler dans une agence dont nous aimions les projets et nous avons envie d'y participer, d'apporter quelque chose de nous et de nous nourrir de cette architecture de qualité. C'est un peu vite parce que sur le timing, je ne sais pas trop. Voilà, c'est les coulisses de notre agence. Alors quelque part, nous sommes tous les 3 complémentaires, mais notre point commun, c'est le travail de la main. Et le fait de travailler en maquette, on travaille énormément en maquette à l'agence, ça permet une horizontalité des points de vue, c'est-à-dire qu'un stagiaire, quelqu'un de passage, un bureau d'études, le client, nous 3 associés, on travaille autour de la maquette et tout le monde parle du projet autour de la maquette. Alors sur certains projets, on n'a pas forcément le temps de les faire en temps voulu, mais c'est ce qu'on essaye de faire de façon à ce que les bonnes idées soient captées le plus tôt possible dans le moment du processus du projet. Je ne sais pas si ça vous parle, ça, qui travaille en maquette, mais je veux dire par là que le fait de faire les plans, les coupes, les façades, les plans masse, c'est un travail en soi qu'il faut faire, mais pour accéder à la compréhension du projet par tous ces documents-là, n'est pas forcément accessible par tous les bureaux d'études, par nos maîtres d'ouvrage, ils le sont par nous, architectes, mais c'est un peu moins direct d'accès, et la maquette, on n'hésite pas à la malmener, à la triturer, à la modifier, voilà, comme il faut. Alors, la chronologie. Alors, j'ai déjà un peu parlé de l'agence CAB. Nous avions, dans l'idée de prospecter, et donc d'avoir des projets avant de se lancer, parce que quelque part, c'est un peu le saut dans le vide. Donc, c'est d'avoir un minimum de commandes pour commencer l'expérience en agence. Donc, on a parlé de l'école de Combas. Nous avions un refuge dans les Cévennes et une maison. Et voilà. Rapidement, qu'est-ce que je peux vous dire en termes de timing? Il faut se laisser le temps aussi pour que l'association prenne. C'est-à-dire que quand j'ai dit on savait pas comment on s'appelait, on ne savait pas le logo, on ne savait pas, etc. On s'est donné quand même 6 mois pour travailler sur des projets fictifs. Donc il y avait le cabanon dans les Cévennes, le refuge dont je vais vous parler après. Il y avait ce concours d'école,
et il y avait la maison individuelle. Et c'était important pour nous de voir que notre façon de faire du projet en somme fonctionne avant de créer la structure. Si ça ne fonctionnait pas, déjà c'était pas bon signe pour la suite. Donc vous savez la suite, ça a fonctionné. Donc heureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. Alors, anecdote en chiffres, entre guillemets. Je ne sais pas qui est en 5e année chez nous, tout ça dans la salle, je ne veux pas faire trop peur à certains. Nous, notre objectif, pourquoi on était déjà 3 associés, c'était pour avoir une taille de structure assez importante pour inspirer confiance à certaines maîtrises d'ouvrage, notamment les certaines maîtrises d'ouvrage publiques. Nous nous associons à l'époque à des confrères pour répondre à certains appels d'offres. Quand je dis certains appels d'offres, donc là j'ai laissé les statistiques sur les 5 premières années, donc Combas à 11 ans, donc les chiffres ont bougé. Mais c'est juste pour raconter une jeune agence. En gros, il y a entre guillemets le passage du feu de la 3e année qui est compliqué. Quand vous êtes là encore au bout de 5 ans, ça va. Voilà. Après, vous pouvez avoir d'autres problèmes structurels, mais globalement, 5 ans, c'est que vous avez stabilisé quelque chose. Donc en 5 ans, nous avons fait 315 dossiers de candidature pour être retenus à des concours. Nous avons été retenus à 13 concours, nous en avons gagné 6 et on en a construit 3. Voilà. Et malgré cela, comment vous dire, c'est une stratégie que nous avons mis en place. 315, on peut se dire, c'est quoi ce ratio de réussite? C'est pas possible. D'autres parcours, peut-être les vôtres, vous allez peut-être sur de la maîtrise d'ouvrage privée, et à ce moment-là, la prospection, l'accès à la commande sera différent. Voilà. Là, je vous raconte une fenêtre sur l'accès à la commande publique. Voilà. Sachant que sur ces 5 années, personne ne nous connaît. Quand on se lance, personne ne vous connaîtra. Donc il faudra prendre un rendez-vous, il faudra déposer les appels d'offres, et ça serait une façon élégante, dirons-nous, de déposer votre book, de présenter qui vous êtes à un maîtrise d'ouvrage. Voilà. Et quand vous n'êtes pas retenu, parce que du coup ça arrive régulièrement, voilà, vous appelez et vous dites, bon ben voilà, pourquoi, comment, est-ce qu'on peut prendre rendez-vous? Voilà, et ça avance comme ça, petit à petit. Il ne faut pas se décourager. Alors, on va passer au projet, quand même plus rigolo. Alors, j'ai choisi 5 projets ce soir, en guise d'exemple et contre-exemple là, j'ai parlé des coulisses de comment on accède à la commande, de cet imaginaire et du projet et du bâtiment construit. Le premier projet que je vais vous présenter, c'est la réhabilitation d'une cuisine centrale à Nemours, en Seine-et-Marne. C'est le premier projet sur lequel nous avons été mandataires, donc nous avons été entre guillemets retenus, Combas seul pour ce bâtiment public. Donc ce bâtiment, c'est un petit rond blanc qui est là. On est dans le cadre d'une maîtrise d'œuvre urbaine. Donc en fait, quand on conçoit le projet, tous les alentours vont changer et on est en train de faire le projet et le plan masse avec d'autres architectes urbanistes en parallèle. Donc c'est une façon de concevoir assez compliquée pour caler les éléments du contexte. Là, je vous montre 3 images. C'est vraiment une façon de synthétiser notre imaginaire, parce que nous concevons à 3. Alors, il n'y a pas une image chacun, mais on fonctionne souvent en triptyque. On a Christo, on a l'expression d'une grande halle, et cette œuvre majeure d'art moderne, avec cette belle araignée qui exprime pour nous le franchissement avec délicatesse. On se pose sur des points d'appui choisis, mais en même temps on est monumental. Pourquoi je montre ces 3 références? C'est que le bâtiment qu'on doit réhabiliter et transformer, c'est celui-ci. C'est une cuisine centrale avec salle polyvalente, avec un programme très complexe. Qu'on nous demande de rationaliser en cuisine centrale, alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est une cuisine centrale. La cuisine centrale, c'est ce qui produit, c'est la cuisine qui produit les repas pour les écoles, les hôpitaux, les maisons de retraite, etc. Et c'est 600 à 1200 repas jour sur 2 services, midi et soir. Pourquoi je dis ça? C'est que ce projet-là, c'était aussi un chantier en site occupé avec maintien de l'activité.
Donc on a fait le chantier avec des gens qui travaillent dedans, qui produisent les repas. Voilà. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on a été retenus, c'est que nos confrères qui avaient un peu plus l'habitude et peut-être le choix des commandes, voilà, ne sont un peu moins allés sur ce projet-là et on a eu un peu moins de concurrence, mais on était très contents de faire notre premier projet. Donc de l'imagination jusqu'au projet, vous avez un peu le fil rouge en bas de la transformation du projet, c'est qu'à gauche on a les distants, au milieu on a l'objectif des transformations. Ce qu'on a proposé comme projet qui a plu assez rapidement, c'est de contenir le projet dans une forme rationnelle, un carré. On évacue, entre guillemets, tout ce qui dépasse. On profite des vides pour créer les entrées et les respirations. Et à la fin, on a une enveloppe pure. Voici les croquis qu'on a vraiment au tout démarrage du projet. Le plan et la coupe. Alors, ce que vous verrez là, c'est que sur les plans d'une cuisine centrale, alors des fois c'est un peu frustrant pour un architecte qui a envie d'aligner toutes les cloisons, etc. Ce qui compte sur une cuisine centrale, c'est les flux, la marche en avant, le circuit du froid, tout un tas de contraintes techniques. Et ce qu'on a compris dans ce programme, c'est que c'est des programmes qui sont très épais et donc qui évacuent la lumière naturelle, entre guillemets, pour les gens qui travaillent là de 8h du matin jusqu'à 18h. Donc nous, on a créé beaucoup d'alcôves comme ça, qui étaient liées aux démolitions. On a créé un patio pour faire les rentrées de la lumière naturelle le plus possible. Et on a profité effectivement de cette toiture-là, très, très imposante, qui franchit tout le long, rappelez-vous des 3 images de référence. Vu que nous avions le bâtiment existant, il était impossible de se poser dessus. Donc nous avons un grand franchissement, posé avec des délicatesses de chaque côté, de façon à libérer le plan. Ici une maquette, toujours, pour comprendre comment ça marche. Et les jeux d'espace. Le plan de l'existant. Le plan du projet. Et là vont suivre 3 diapositives. Donc ce projet-là, nous l'avons remporté dans le cadre d'une procédure adaptée. Alors, pardon pour les termes techniques, mais c'est important quand même pour la vie d'un projet. C'est pas un concours sur lequel plusieurs architectes ont proposé un projet et le projet lauréat le remporte sur une image, sur un projet vraiment dessiné. Là ici, c'était sur des intentions de projet. Donc nous avons le marché, entre guillemets, sans que la maîtrise d'ouvrage comprenne exactement ce qu'on veut y faire. Donc il a fallu à certains moments négocier, présenter des façons de faire pour que, entre guillemets, ce que nous souhaitions faire puisse se réaliser dans le projet. Donc en gros, c'est comment convaincre un maître d'ouvrage d'aller dans votre sens alors que vous n'avez pas été légitimé par un concours d'architecture, en tout cas dans ce cas de procédure-là. Alors, ce qu'on a fait pour ce premier projet et ce qu'on continue à faire, ça marche assez souvent, on propose plusieurs variantes qui nous plaisent, attention, qui sont issues de nos recherches de projets en agence, et on les déploie pour voir les réactions du maître d'ouvrage. Ces réactions-là, elles sont très riches pour nous, parce qu'elles nous permettent de mieux comprendre les intérêts du maître d'ouvrage, mieux comprendre son univers architectural, mieux comprendre les contraintes des usagers. Et nous, du coup, ça permet de réajuster le curseur, de trouver un terrain d'entente, et toujours au service de l'architecture. Donc, on avait gagné sur cette idée de carré avec une vêture, une structure extérieure. Bon, maintenant, comment on la construit ? Nous avions à l'agence imaginé peut-être quelque chose de massif, béton préfabriqué extérieur. Ça, le maître d'ouvrage n'en voulait pas du tout. Et ça a permis de poser la question pourquoi ? Alors nous, on n'était pas convaincus non plus, dans le cadre d'une rénovation urbaine grande échelle, de faire un objet un peu ex nihilo. C'était pas non plus... Mais c'était une hypothèse quand même qu'on a eue en tête, qu'on a présentée. Ça a permis de parler des usages. La deuxième hypothèse, vu qu'on parle de structure, c'était d'avoir une exostructure. En disant, après tout, le projet, c'est la question du franchissement. Et ce qu'on aimerait dans ce projet, vu qu'il est en transformation,
si la cuisine centrale venait à disparaître en termes de programme, nous pourrions récupérer cette structure en tant que halle de marché, en tant que ce qu'on veut au final, parce qu'on a un volume capable. Là, l'exostructure pose des problèmes de points d'appui qui sont à l'extérieur, et donc du coup on a des accès qui sont un peu moins maîtrisés et qui font un peu peur à la maîtrise d'ouvrage pour la flexibilité immédiate en fait du bâtiment. Et là en fait c'est nous ce qu'on a vraiment voulu faire, ce qu'on a porté, c'est un projet d'enveloppe avec une structure entre le bâtiment existant et la vêture, pour laisser en fait la lecture de la poésie des lieux, de sa transformation entre le bâtiment ancien et le bâtiment nouveau. Donc en fait on a un bâtiment qui, quand il vit, on voit les choses au travers. Quand il fait nuit, il y a la lumière qui traverse par endroits, d'autres endroits c'est opaque, donc on en lit le programme depuis l'extérieur. Grâce à cette proposition de 3 slides et de 3 propositions de projet, votre maître d'ouvrage, vous l'invitez en fait à réfléchir avec vous. Et c'est plus facile au final quand ça se passe comme ça. Donc ici ça s'est passé comme ça et tant mieux, parce que pour rien vous cacher, c'est un projet assez compliqué, le chantier aussi. Donc c'est bien d'avoir cette relation en fait fluide avec un maître d'ouvrage. C'est pas toujours facile, mais quand on peut l'instaurer, c'est bien. Donc ici quelques photos de chantier, enfin 2 photos de chantier, où on comprend là un peu le franchissement, les démolitions, la fin de la mise en place de la structure métallique autour. Le bâtiment livré, avec les alcôves qui soulignent les entrées dans le quartier. On voit un petit peu la transparence des lieux. Alors, malheureusement, on n'a pas de photo de nuit, mais ça va assez bien. La lumière naturelle qui vient à l'intérieur, dont je vous parlais tout à l'heure. Bon, cette photo, elle est prise un peu en chantier, en point haut, mais c'est juste pour vous montrer la qualité de la lumière. Le patio, qualité des menuiseries. Alors vous l'aurez compris, j'espère, qu'on a attaché à l'usage, à la qualité des détails, à la qualité du passage de l'idée à l'espace concret, l'espace vécu. Ici, autre chance, ça peut être une contrainte, parfois. En ce moment, on a un chantier en site occupé, c'est pas forcément facile à vivre. Mais pour ce cas précis, chantier en site occupé, ça veut dire que vous avez les usagers qui sont là. C'est-à-dire que quand vous leur parlez du patio, qui va être là, c'est déjà un peu plus acceptable de vivre dans une situation de chantier avec un élément un peu plus complexe. Quand on échange avec le cuisiniste sur les portes, les machins, comment ça s'ouvre, etc., on leur demande, on passe 2 heures avec eux, on les observe, et on se rend compte que non, la porte, on l'a mis dans le mauvais sens, que la disposition ne fonctionne pas, on change. Donc quand je disais, sommes-nous vraiment seuls? Non. Parce que si vous voulez faire quelque chose d'adapté, quelque chose qui fonctionne, il faut prêter attention à l'ensemble, à tout microcosme du projet. Ici, puisque nous sommes dans la transmission, rapidement, c'est la façon dont nous présentons nos projets, assez rapidement, lors des dossiers de candidature. Donc l'histoire que je viens de raconter, qui est complexe, qui a son histoire, qui a un processus d'évolution, quand vous répondez à un concours, là par exemple de maîtrise d'ouvrage de maîtrise d'œuvre pour une cuisine centrale, vous allez avoir droit à un seul document pour expliquer la complexité de votre projet. Vous allez être jugé parmi peut-être 50 ou 80 candidatures, d'autres confrères aussi bons que vous, et vous allez avoir peu de documents pour vous démarquer. Voilà. Donc je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire, je vous dis que c'est ça qu'on fait, et globalement ça marche à peu près. Certains nous disent peut-être que vous pouvez éviter de mettre le texte et qu'une image en entier sur le cadre fonctionne mieux. Voilà. Néanmoins, on apprécie cette mise en forme-là. Voilà. Et retour au projet initial avec son croquis.
qui je trouve finalement est assez fidèle au projet livré. Un deuxième projet que je vous présente, c'est la réhabilitation des anciennes plâtrières du Groseau à Malaucène, dans le Vaucluse, donc un contexte de projet tout à fait différent. Nous voici au pied du Mont Ventoux. Alors, quand je dis une ancienne plâtrière, c'est que on voit les cheminées là, le gypse arrive là des carrières de la montagne, elles descendent dans les fours, et ensuite là derrière, ce qu'on ne voit pas très bien, c'est les anciennes plâtrières où ils cuisent le gypse pour le transformer en plâtre. Nous héritons d'un bâtiment cathédral où le toit est tombé. On a encore les vestiges existants, des poulies, tout un tas d'objets qui racontent le processus de fabrication du plâtre. Le programme qui est ici lancé, c'est un musée avec une pépinière et divers éléments satellites à ces deux programmes-là. Et ce concours, on le gagne. Alors ici, c'est un concours. C'était une procédure adaptée. Là, ici, c'est un concours. Ils ont retenu 3 équipes. Ce concours, on le gagne parce qu'on explique qu'on fait une entorse au programme en réalité. On ne répond pas exactement comme on nous a demandé de répondre. Alors des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. Vous verrez après. Donc ici, on voit les anciennes plâtrières avec les fours là à l'arrière. Dans le programme, on nous demande de mettre tous les éléments, le musée, tout, la pépinière, dans le bâtiment des plâtrières. En réalité, nous, quand on voit des murs comme ça, on n'est pas bien à l'idée de se dire qu'il va falloir chauffer les volumes, les doubler, intervenir de façon outrancière, on va dire, sur ce bâtiment. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que ce bâtiment-là, c'est le document premier du musée. En fait, ce qu'on met en valeur, c'est la production du plâtre, c'est le site. Donc ce bâtiment, c'est le premier document qu'on doit laisser voir. Et donc le programme, la pépinière, on l'a mis ici. Et on ne garde dans le bâtiment existant que l'espace muséal. Cette forme en L nous permet de dégager une cour. Et par un système de toiture inversée, que là on ne voit pas, ça nous permet d'intégrer une verrière au nord, qui est le facteur solaire, et les panneaux photovoltaïques nécessaires, non visibles, orientés sud. Voici les plans. Ça c'est le rez-de-chaussée. Le R+1, et voici la coupe. Au final, c'est la coupe qui me permet de un peu mieux comprendre ce que j'évoque là. C'est que là, ici, on a l'arrivée des carrières, là, le gypse qui est arrivé là-haut, vous voyez ma petite main, hop, ça descend là dans les fours, ici, il y a des dégueuloirs qui arrivent avec des poulies, qui passent dans d'autres tranches du bâtiment, avec un quai de déchargement ici, quand le plâtre est cuit, sur un plancher en pente, il se refroidit, il est réceptionné en quai de déchargement et ensuite il part. Nous, comme on a décidé de mettre seulement le programme de musée, donc c'est déjà assez dense dans ce grand volume, ça nous permet de conserver en fait cette vision cathédrale qu'on a, ce rapport au ciel du bâtiment. Alors ça n'a pas été une mince affaire. Donc je parle de l'imagination jusqu'au concret en passant par les contraintes. Pourquoi ça a été compliqué? C'est qu'ici on est en zone sismique sur un bâtiment existant dont on ne connaît pas le comportement. Donc on avait un très très bon bureau d'études. Donc c'est aussi des fois ça dont nous avons besoin, nous architectes, c'est d'avoir des compétences précises, techniques, affûtées, pour que ce que nous imaginions devienne concret. Donc on parlait tout à l'heure du complément de formation que j'ai fait en DPA parasismique, c'est aussi pour ça. J'ai pas seulement envie de me transformer en ingénieur, néanmoins, quand on a des projets comme ça, j'aime bien pouvoir comprendre, j'aime bien pouvoir pousser un bureau d'études, lui poser plein de questions, de façon à ce qu'on trouve la bonne solution pour concrétiser le projet qu'on veut mener à bien.
Donc ici, c'est devenu possible parce qu'en fait, on a fait quelques diagnostics sur l'existant en simulation de comportement de la structure. Nous avons des planchers bois, donc en fait qui sont souples et qui réagissent un peu de même manière que la maçonnerie, et on ceinture les façades, on vient en périphérie. Voilà, le vide est au centre. Nous avions d'autres esquisses où on construisait au milieu et les vides étaient sur les murs, sur les parois latérales. Ça ne pouvait pas du tout fonctionner au CI. Voici les images de concours. Alors elles sont doubles, c'est pas pour rien. C'est parce que nous avions une maîtrise d'ouvrage, il faut le dire quand même, très avertie et ouverte au projet. C'est-à-dire que les perspectives, nous on les a faites avec beaucoup de cœur, en se disant, on a rendu le concours, je crois, comme toujours, à Noël. De toute façon, c'est toujours pendant les vacances, les rendus de concours. Donc là, c'était à Noël, il me semble. Et les photos que nous avions faites, c'était des photos d'hiver du terrain. Et on s'est dit, c'est couleur automnale, c'est chaud, c'est très beau, etc. Et le retour que nous avons eu assez rapidement, en disant, félicitations, vous êtes lauréat du... Par contre, ces perspectives, il faut les refaire. Hein. On est assez choqués parce qu'on pensait que vous aviez envie de perdre. Alors, on était assez choqués de cette remarque parce que nous, on est arrivés hyper contents, on ne voyait pas le problème. Et ils nous ont dit, on veut du vert, on veut du bleu. Vous débrouillez comme vous voulez, mais il va y avoir une présentation publique du projet, on veut du vert, on veut du bleu. Bon, on a fait ce qu'on a pu, on a ajouté, vous voyez la paire du bas, un peu de bleu, un peu de... bref. On s'est dit, c'est pas grave, au final, on parle pas de projet, on parle d'arbres qui sont là avant nous et qui seront là après nous, et on parle d'un ciel changeant qui parfois est bleu et parfois n'est pas bleu. Bon, moi du moment qu'on me demande de changer l'environnement et pas le projet, bon, ok. Mais c'était assez déroutant, voilà, comme réaction. Donc je vous la partage. Donc là, on voit le bâtiment de la pépinière et en bas, l'arrière des bâtiments muséographiques avec l'accès sur l'arrière des plâtrières. Alors, je vous montre ça. Pourquoi ? Alors ça, c'est l'ensemble des planches du rendu du concours. C'était un concours très chronophage, dirons-nous, très passionnant, mais très chronophage, avec une équipe de maîtrise d'œuvre conséquente aussi. Là où nous avons l'habitude d'avoir un bureau d'études structure, économiste et fluide, ça fait 3, c'est minimum, déjà pas mal. Là, nous avions muséographe, scénographe, écologue, paysagiste, VRD et un bureau d'études en plus spécialisé structure. Donc globalement, on est 10 autour de ce projet-là. Et j'en parle parce que c'est du vrai, tenir un projet par des imaginations, tenir un projet avec toute une équipe, c'est aussi emmener l'équipe avec vous pour que l'ensemble des ingénieurs soient convaincus, c'est ça qu'il faut faire, et que dans leur domaine, ils vous donnent toutes leurs compétences, il faut qu'ils vous suivent, il faut qu'ils soient stimulés. Voilà, c'est vrai que globalement, on essaie de choisir les ingénieurs avec qui on travaille. Quand on se lance, c'est moins facile de choisir avec qui on travaille. Mais si vous êtes exigeant et que vous voulez tirer vers le haut, globalement, vont venir à vous les ingénieurs qui ont envie d'architecture et qui ont envie d'être stimulés et qui n'ont pas envie de faire tous les jours la même chose avec un tableur Excel. Voilà, petit conseil que je peux vous donner, c'est celui-là aussi. Ici, c'est une petite photo de la réunion de présentation publique du projet. Alors, le langage corporel est assez clair. Bon, voilà. Il y en a peut-être 2 derrière là qui rigolent, mais je ne sais même pas si c'est sur le projet. C'est peut-être, je ne sais pas, ils ont prévu de faire quelque chose le week-end ensemble. Et bon, je ne sais pas. Donc nous voilà, Jeune Agence, un de nos premiers concours gagnés, présentation publique avec les perspectives plus vertes et bleues à présenter. Et en réunion publique sont présents en fait tous les gens qui sont opposés au projet, parce que ceux qui sont d'accord avec le projet, ils ne vont pas se déplacer pour dire oui, c'est bien. Voilà. Globalement, il y a plutôt des gens qui sont opposés au projet. Ce qui nous a protégés, peut-être, c'est notre naïveté, parce que c'était la première fois qu'on présentait le projet.
On me l'a présenté avec passion, avec cœur, en leur racontant au final notre attachement au lieu, alors qu'avant le projet on ne le connaissait pas, l'histoire des patriaires, etc. Et au final, ça s'est plutôt bien passé. Et les remarques que nous avons eues sur donc le chapeau qu'on a fait assez blanc, c'est l'inquiétude que ça reste blanc, est-ce que ce serait vraiment blanc, en quoi ce serait construit. Et au final, on parlait moins de l'opposition du projet en lui-même que comment il serait construit. Et sortie de la réunion, j'étais un peu sonnée parce qu'au final, il y avait beaucoup de questions techniques, pointues, voilà, pour remettre un peu en cause les choses. Et au final, le maire et le maître d'ouvrage étaient très contents parce qu'au final, c'était plus, on était en train de discuter de comment on allait faire le projet plutôt que de ne pas le faire. Voilà. Donc, tant mieux. Donc ça, positif pour le projet. Par contre, je ne vous cache pas que le projet n'a pas vu le jour. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Sur ce projet-là, on a eu un problème de financement. Quand on gagne le projet, l'ensemble du financement des travaux n'est pas acté. Donc, peut-être au bout de 6 mois où nous avons gagné le projet, on nous demande d'économiser à peu près 1 million dans les travaux sur le projet. Donc ça, c'est le projet plan B. Voilà, un peu plus mesuré, qui garde quand même sa qualité sur les plâtrières, qui garde aussi toutes ses ambitions environnementales, parce qu'on parlait d'engagement au sein de l'agence, même quand on est sur la cuisine centrale, vous l'aurez compris, on pense à la réversibilité, on pense à l'économie des matériaux sur la structure en franchissant le mieux possible. Là, ici, on avait la chance d'avoir une maîtrise d'ouvrage qui nous accompagnait dans cette démarche-là, à savoir que nous étions en matériaux non seulement biosourcés, mais produits localement. C'est-à-dire que pour la construction en bois, on était en lien avec l'ONF, avec des parcelles réservées, avec les bois avec lesquels on allait construire. Et il y avait des échanges avec le bureau d'études structure bois, Gojard, très bon bureau d'études. Et donc on présentait le projet, et puis il nous disait là non, les cubages de bois par rapport à moi ce que j'ai de l'ONF c'est pas bon, donc il faut économiser du bois, ou alors on passe en autre bois sur tel mobilier. Enfin, il y avait vraiment un aller-retour, on parle de l'imagination et du concret, c'est-à-dire que de temps en temps on dessinait des franchissements, il disait oui tu peux le faire, c'est pas un problème structurel, mais tu peux le faire une fois. Parce que là, dans les parcelles qu'on a, on a quelques sujets qui peuvent accepter ces franchissements-là. Pour les autres, c'est d'autres débits ou d'autres découpes. Donc on a appris énormément sur ce projet-là. C'était vraiment passionnant. Néanmoins, ces problèmes, facteurs sous. Donc on revoit le projet. Et malheureusement, il n'a pas vu le jour. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé ? Globalement, il y a eu un changement d'équipe municipale. Il y a eu des élections. Bon, vraiment, je vous parle des coulisses, c'est pas pour vous déprimer, mais quelque part, ça donne aussi une stratégie. Nous, ensuite, sur les projets, on est un peu meilleurs en stratégie. Je parlais de grandir plus vite, c'est que sur ce projet-là, le projet a pu être remis en cause parce qu'il n'était pas assez avancé. Et nous, on était tellement passionnés sur les échanges avec les bureaux d'études, les matériaux biosourcés, à avancer avec une maîtrise d'ouvrage bienveillante, qu'on avançait les phases tranquillement, pas à pas. Nous aurions dû déposer le permis de construire plus tôt. Nous aurions dû faire valider certaines phases plus tôt, quitte à demander un avenant ou un complément d'études plus tard. Donc je ne sais pas si ces phases-là, ça vous parle, mais globalement, l'acte de dépôt de permis de construire est un acte dans le processus de projet important juridiquement et difficile à remettre en question. Donc là, les financements étaient faciles à balayer parce que c'était juste des études, quoi. Voilà. Donc, du coup, ça nous arrivait. Enfin, c'est pas que ça nous arrivait plus tard, mais quand on sent une maîtrise d'ouvrage et qu'on pose des questions sur le financement et que c'est un peu pas calé, on propose de déposer le permis rapidement. Parce qu'au final, le temps d'un projet est différent du temps électoral. Et ça peut vraiment poser souci. Donc voilà, c'était très très beau. En toute objectivité, hein, voilà.
Et après, quand je dis ça, c'est très très beau avec humour, c'est qu'au final, pour moi, c'est un projet emblématique. Il est parfait aussi parce qu'il n'existe pas. Parce que c'est un projet qui reste dans l'imaginaire. Les autres projets qu'on a construits, je ne sais pas si ça vous fait ça quand vous rendez un projet en cours d'études et que vous le rendez. Non, nous, quand on livre un bâtiment, on voit tout ce qui ne va pas. On voit tout ce qu'on a, toutes nos frustrations, petits détails qui auraient pu être un peu mieux, parce qu'on est tout le temps dans l'exigence. On est malheureusement beaucoup perfectionniste en architecture, ça se soigne difficilement, ça. Et donc du coup, avec le temps, on oublie un peu, et je commence à me réconcilier avec certains bâtiments qu'on a livrés. Attention, hein, je suis fière de notre production, mais c'est vrai que, voilà, ça idéalise le fait qu'il ne soit jamais sorti de terre, ça l'idéalise, et du coup, voilà, je vois pas le problème, quoi, il est parfait ce projet. Alors que sur d'autres choses, j'ai choisi c'était à refaire, je ferais ça, et lui, il n'a pas été fait tout court. Troisième projet, le centre éducatif fermé à Marseille, Bouches-du-Rhône. Lui, un peu plus connu, il a été plus publié que d'autres projets qu'on a eu à l'agence. Alors ici, la question, donc on parlait de construction en bois et de valorisation du plâtre. Je crois que vous l'aurez compris, avec ce troisième projet, on n'a pas de matériaux de prédilection. Pour nous, quand je parle d'une page blanche quand on attaque un projet, c'est vraiment une page blanche. On ne va pas essayer de forcer un matériau parce qu'on a envie de travailler avec, on ne va pas forcer une forme parce qu'elle nous séduit. Tout le bagage qu'on a en nous aide à remplir cette page blanche, mais on essaye de ne pas forcer l'idée. En général, ça ne se passe pas bien quand on force une idée. Donc ici, sur le site, on se rend compte qu'on n'est pas loin des carrières de pierre naturelle. On a un bâtiment, le programme santé éducatif fermé, c'est quand même un programme assez difficile pour les jeunes. On nous demande en gros un milieu, entre guillemets, carcéral pour des enfants qui devraient, vu leurs actes, normalement être en prison, mais là ils ont la case centre éducatif fermé. L'objectif de ces bâtiments-là, c'est de leur doser une deuxième chance. C'est pas les mettre en prison tout de suite. Comment je crée un projet d'accueil pour ces jeunes-là, pour que la seconde chance puisse être possible. Alors le bâtiment, il ne peut pas tout résoudre. Moi, je ne suis pas assistante sociale, je ne maîtrise pas l'environnement familial de ces enfants-là, je ne maîtrise pas ce qu'ils ont fait, ce qu'ils feront, leurs relations, je ne maîtrise pas leur destin. Néanmoins, si le bâtiment que nous créons affiche un sentiment d'hostilité, d'enfermement exacerbé, on se doute bien que la chimie ne va pas marcher. Si on produit un bâtiment qui n'est pas adapté aux usages et aux éducateurs pour qu'ils travaillent sereinement dans la structure, l'impact il peut être terrible. Donc on aborde ce projet-là en se disant on fait un projet qui nous dépasse, qui est plus grand que nous, autant en termes d'usage qu'en termes d'architecture. Sur le site, on a cette parcelle un peu déhanchée comme ça. Donc vous avez vu dans le premier projet, on aime bien les formes pures, hein. On aurait pu faire un projet un peu carré, beaucoup carré. Et ici, on s'est dit, en fait, il faut qu'on comprenne le programme, qu'on articule et que les biais soient des générosités, soit vers le paysage, soit au service de l'usage. Si vous avez le plan du rez-de-chaussée, donc ici vous avez l'entrée principale, là il y a l'administration qui fonctionne de manière autonome, ici les espaces de vie en lien direct avec l'espace extérieur, sport, etc., en verger, et ici la zone de nuit avec les chambres. Donc ce déhanchement, on s'en sert ici pour éviter une circulation oppressante avec une ouverture ici sur le patio. On a la coupe. Donc ici on construit donc en béton armé, isolant et mur monteux extérieur. On est attaché à la pierre. Pourquoi ? Parce que sur ces programmes-là,
ce qu'on doit faire, soit on construit en matériaux, j'allais dire robustes, mais dans ma tête j'avais presque éternels, matériaux très très robustes, ou alors on construit pas cher pour pouvoir remplacer régulièrement. Parce que ce sont des jeunes globalement assez violents et qui ont un peu l'habitude de détériorer leur environnement. À chaque fois qu'on a pu, on a fait le choix de la pérennité. En se disant, justement, aux jeunes, si on leur donne quelque chose de pas cher, on ne les respecte pas, et s'ils cassent tout, au final, c'est quoi l'impact? On va leur dire, on remplace, c'est pas cher. Non, il faut qu'on leur donne un bâtiment, qui soit là pour toujours. La pierre, aujourd'hui, on nous a dit, elle va être taguée, elle va être griffée, ça va mal se passer. Globalement, c'est ce qui résiste le mieux là dans le projet. On a eu quelques menuiseries cassées, mais globalement, la pierre a plutôt été bien accueillie. Et au pire, il y a un seul endroit qu'on a dû repenser. Et encore, nous, on n'était pas contre de le laisser comme ça, parce qu'il y a des jeunes qui ont gravé leurs initiales, tout ça. Pas très grave. Alors, je mets cette coupe élargie, stade concours. Je parle de l'imagination et du projet. C'est un peu contre nature, en fait, de dessiner en fait un lieu qui est quand même dédié à l'enfermement. C'est un peu fort comme mot, mais c'est un peu ça. Là, ici, en pied, on a travaillé cette coupe, on le voit là, c'est bien. Pour que globalement, depuis les espaces, on ne voit pas les clôtures et qu'on soit projeté vers le paysage. Donc on a créé plusieurs sauts de loup, avec le dernier qui est planté, pour qu'on ait cette projection sur l'extérieur. Je vous promets, pendant le concours, cette clôture, ce mur, je l'ai dessiné 15 fois. Parce que j'avais toujours le réflexe de dessiner la clôture pour que les gens ne rentrent pas. En général, quand on dessine une clôture, c'est pour se protéger de l'extérieur. Là, on dessine une clôture pour que les gens ne sortent pas. C'est vraiment contre nature. Alors j'en parle parce que vous n'allez peut-être pas travailler sur ce genre de projet-là, mais l'attention au dessin, pour voir si ça fonctionne, quand je dis que ça raconte sur nous, vos intentions de dessin vont raconter beaucoup sur vous et vont raconter sur la façon dont vous allez gérer le problème. Et au final, on a dessiné tous les trois, on s'est dit, bon, on dessine une clôture qu'on voudrait dessiner de toute façon, globalement une clôture qui ne se voit pas, et au dernier moment, on rajoute, parce qu'il faut je ne sais plus combien de mètres pour que les jeunes ne puissent pas escalader, et on s'est dit, au dernier moment, on décaisse. Bon voilà. Parce qu'au final, c'est trop contre nature de dessiner ce genre de choses. Donc voilà le bâtiment. Stade conception, qui n'est pas si loin de la réalité d'aujourd'hui. Ce qu'on aime beaucoup aussi sur ce projet-là, c'est le chantier. C'est que les entreprises, elles avaient aussi une intention, aussi une générosité par rapport à l'usage du bâtiment. Et quand on conçoit en pierre, on a des tailleurs de pierre sur le chantier. C'est dingue. Non, c'est important ce que je dis, c'est-à-dire que selon le matériau dans lequel vous concevez, la vie sociale du chantier que vous allez avoir, comment il va se dérouler, avec qui vous allez travailler, ça va tout changer. Nous, on est assez fiers de ça, c'est parfois lourd à porter, donc on n'est pas, vous l'aurez compris, donc je répète, c'est pas forcément attaché à un seul matériau. Donc on sait qu'on va avoir des environnements de chantier, des ambiances de chantier différentes à chaque fois, parce qu'on veut surtout éviter on a toujours fait comme ça, on va faire comme d'habitude, laissez madame l'architecte, on sait ce qu'on fait. Voilà. Non, tous nos projets en tant qu'architecte sont des prototypes. Par définition, vous ne pouvez pas vous laisser entendre dire on va faire comme d'habitude. Si on vous dit ça, posez une question, vous dites comment vous faites d'habitude. Et ça peut vous nourrir, pour savoir le savoir-faire de la personne avec qui vous parlez. Maintenant, c'est vous qui maîtrisez les projets, vous êtes la seule personne qui avait l'entière connaissance du projet. Donc les détails, ça a l'air simple comme ça, mais voilà, il y a des détails assez complexes avec des chenaux et des eaux pluviales dissimulées, des volets roulants à l'arrière. Donc on passe assez un peu de temps quand même sur les détails.
On aime bien, en fait, quand les entreprises arrivent sur le chantier, de leur demander quelque chose de précis. Après, on est ouvert. S'ils nous proposent quelque chose, pourquoi pas. Parfois, on a une bonne surprise. Quelques photos du chantier. La grue. Alors ici, on est un peu déçus, mais au final, c'est peut-être mieux pour la pérennité de l'ouvrage. Donc, on a retourné la pierre en toiture. Et en fait, la pierre en elle-même peut assurer l'étanchéité. Sauf que il n'y a pas de PV sur la pierre en toiture. Il y a des PV sur beaucoup d'autres matériaux, mais sur cette pierre-là, non. Donc du coup, on a un peu cédé, quoi. On s'est dit au final, ce qui est important, c'est d'avoir de la pierre en toiture. On ne veut pas changer de matériau. Donc en fait, on a une toiture, une charpente bois avec une feuille de bac acier qui assure l'étanchéité et les plaques de pierre qui sont posées dessus. Donc les voilà. Donc je parlais du chantier, c'est aussi assez émouvant de voir quelque part des savoir-faire un peu oubliés qui arrivent, qui mettent en place la pierre sur ce joli bâtiment. Donc on voit la relation aussi de matérialité qu'on a voulu évoquer. Le patio. Alors ça, ce sont des photos où il n'y a pas beaucoup de verre, parce que souvent, quand on livre les projets, on a une fenêtre de tir assez courte pour faire les photos, et c'est pas forcément un beau moment de l'année pour planter. Donc ça a été planté ensuite, mais bon, au moment des photos, c'est un peu sec. Les volumes intérieurs. Une photo crépusculaire. Donc la fameuse pierre qui se retourne. Mais on ne regrette pas le bac acier, parce que si on avait changé de matériau, on aurait été triste. Et voilà l'idée initiale. Retourner cette toiture en pierre. Et la fameuse plaquette de présentation pour pouvoir présenter sur d'autres projets. Quatrième projet, construction d'un refuge dans les Cévennes, à Vialas. Alors ce projet, il est très particulier pour nous parce que on a commencé à le concevoir peut-être 2 ou 3 ans avant que Combas n'existe. Et puis, je crois qu'on l'a jamais livré. Donc c'est un projet aussi assez parfait, comme les plâtrières à Malocène, parce que comme il n'est pas terminé, tout ce qu'on voit, c'est une to-do list sur ce qu'on pourrait faire sur ce projet-là. Et ce projet-là, il nous a nourris, parce qu'en fait, on a fait nos armes ensemble tous les 3 pour concevoir, et concevoir de nos mains. Donc c'est un projet en autoconstruction, sur un site pas facile d'accès, 15 minutes de marche à peu près. Et donc on a fait au gré, le projet étant passé, c'est assez facile, hein, soir, week-end, quand on a du temps, parce qu'à ce moment-là on travaille en agence. Et puis ensuite ça a été les étés, les vacances des uns et des autres pour faire le chantier, quoi. On n'a pas bloqué l'agence pour faire ce projet-là. Donc voilà l'état de l'existant. Donc c'est une ancienne jasse. Donc une jasse, c'est là où on fait sécher la production locale. Là ici c'est des châtaignes. Et avant de faire la farine ou d'autres produits issus de la châtaigne. Donc là on a la porte initiale qui existe, une petite fenêtre. La toiture est tombée. Et donc elle est construite en bloc de granit. Vraiment, elle est dans la roche, quoi. Donc notre imaginaire nous pousse sur les plateaux des Cévennes à imaginer comment en fait on construit avec cette pierre volcanique granit. Donc on a cette forme géométrique pas simple, parce qu'en fait elle est tellement sortie de terre cette glace qu'elle est un peu torturée dans sa forme. Comment on la transforme en refuge, sachant que le niveau d'accès principal il est plutôt, très humide et vraiment spongieux d'eau quand il pleut, etc. Le but c'est pas de l'étancher, le chauffer, en changer sa nature, parce qu'on perdrait le charme. Donc on se dit que ce qu'il faut,
c'est venir à l'inverse un peu du projet de cuisine centrale. Il faut venir avec une structure simple à l'intérieur, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Il faut que notre intervention soit réversible. Donc en fait, on a une structure indépendante qui est à l'intérieur, qui supporte un toit. Et là, le mur, c'est pas un mur, c'est du remplissage. Il n'est pas structurel. Ce que nous avons envie comme ambiance, c'est que là, sur cette face-là, on a une vue sur le grand paysage qui est époustouflante. Donc en fait, on construit le projet autour de cette idée de vouloir s'élever et de vouloir une vue sur le paysage qui sera ici. Donc on parlait de concret, donc là on est plus de l'ordre de l'intuition. Et plus on dessine, plus on est dans le détail. On fait des carnets de croquis régulièrement. Quand je dis qu'il est loin à pied, il est aussi loin en connexion, c'est-à-dire que le téléphone ne capte pas rien. Et donc on se rend compte de la richesse et en l'expérience, la richesse du métier qu'on a acquis à l'école, c'est que vous avez un stylo, un papier, tout est possible. Donc on dessine des détails sur place, on transmet à celui qui viendra après, parce que quand je vous dis qu'on faisait le chantier au fur et à mesure des vacances, c'était pas les mêmes équipes, pas toujours. Donc celui qui a terminé, je dis n'importe quoi, la fenêtre d'en bas, a fait son petit carnet de croquis, il le laisse sur le chantier. Celui qui arrive, il fait le mur en haut, il fait son carnet de croquis, il le laisse à l'autre. Voilà. Donc ça aurait pu nous emmener dans tous les sens, et en même temps, comme on avait ce rendez-vous sur cette chasse et qu'on avait tous le même objectif, le résultat est est très cohérent même. Donc, les dessins un peu plus précis. Donc voilà, juste pour immortaliser la randonnée parfois pénible, un peu chargée. Et on aimait bien cette idée de se dire non, on prend pas de. On nous a proposé dans le village, ils nous voyaient passer, et ils disaient je peux vous prêter, je sais pas, j'ai un chariot thermique, j'ai ça, j'ai bidule, j'ai machin. Et au final, on s'était tellement donné comme défi de le construire de nos mains sans aide particulière, à part les batteries des visseuses perceuses, etc. On s'est dit non, on est la mule du chantier. On veut peser le poids des matériaux qu'on fait sur ce chantier-là. C'est une petite jasse. C'est pas en train de construire un grand immeuble collectif. On va pouvoir le faire. Donc là, vous voyez la structure intérieure qui est en train de se monter. Et fixation relativement invisible. Quand je vous dis qu'on voit tout ce qui ne va pas, c'est que dans notre tête, ça aurait été plus invisible que ça, mais malheureusement, on n'est pas menuisier ni charpentier. Donc bon voilà, ça nous a permis aussi, ce chantier-là, de respecter les entreprises qui travaillent vraiment bien. Ça, voilà. Et de bien identifier ceux qui ne travaillent pas bien. Quand moi, je suis capable de faire mieux que quelqu'un que j'ai sur un chantier, il y a un problème quand même. Donc voilà, la structure. Alors j'aime bien cette anecdote, ça c'est le cadrage sur le paysage, la fenêtre est montée en atelier. Alors souvent on dit la fenêtre c'est un percement. Là, notre fenêtre elle est structurelle. Elle se porte toute seule et elle va porter le mur derrière. Donc on la met en place avant. Et du coup c'est plus facile d'avoir des fixations invisibles. D'avoir inversé le processus de pose. Du coup, on a pu fixer, tirer, compresser les bois pour qu'elles tiennent bien, cette baie. Si on avait eu le mur autour, ça n'aurait pas été possible. Et ensuite, on monte le mur en liège autour. Alors ce liège, on l'aime bien. Alors, il est un peu très coloré. Enfin, néanmoins, globalement, dans les teintes du site, ça va bien. Mais ce qu'on a aimé dans ce matériau, outre sa légèreté, vu qu'il fallait l'amener sur place, c'est qu'il se patine dans le temps, et aujourd'hui il a pris la même teinte que le granit. Il s'est vraiment grisé. C'est un matériau naturel, imputrescible, et en plus il a sa propre vie. C'est-à-dire que, c'est une anecdote, mais quand même, elle est quand même assez rigolote, c'est que on fait un refuge pour les randonneurs, ou pour quiconque passerait par là,
Et en réalité, il est habité par des oiseaux et des pivers qui font leur nid. Donc en fait, il y a certaines alcôves qui sont creusées dans le liège et on a quelques nids dans le refuge. Donc je trouve ça très chouette. Donc ici, on a la grande baie avec les marches. Et une simple toiture en tôle ondulée. Et voilà la vue de l'intérieur. Alors, on n'a pas pris une photo trop grand angle, mais il y a la vue sur le paysage là à gauche. Ce qu'on voyait là ici, la pose en escalier pour respecter les lits de liège. Voilà. La baie. Et la baie presque mobilier. Et voilà. Alors, le dernier projet que je vais vous présenter, alors encore un autre matériau, la terre. Ça fait peut-être 6 ans qu'on échange avec un bureau d'études spécialisé en construction en terre. Il est venu nous voir parce qu'il veut développer ce mode de construction dans les Alpes-Maritimes, soumis au risque sismique de façon quasi omniprésente, voire omniprésente dans le département. Il sait qu'on est ouvert, il sait qu'on aime les défis, et il sait aussi qu'on touche à différentes tailles de projets et à différents types de maîtres d'ouvrage. On a un chantier en cours en ce moment, dont je vais vous parler, en construction en terre. Souvent on croit que construire avec tel ou tel matériau, c'est pas facile parce qu'il faut concevoir, il y a des détails avec lesquels on n'est pas habitué. C'est vrai. Néanmoins, quand vous avez ce genre de projet-là, c'est que vous avez résolu beaucoup de problèmes en amont. Parce que pour nous, construire en terre, c'est un vrai cheminement. Je vous parle de 5-6 ans. Ça fait 5-6 ans qu'on essaye de construire en terre. Et là, seulement, depuis quelques mois, on a un chantier en terre. Donc notre ami nous propose, dans son principe breveté, de construire avec les matériaux du site. C'est-à-dire que vous faites le projet avec une étude de sol poussée, on sait ce qu'on a sous les pieds, on sait combien de terrassements on va faire, et on construit avec, si on peut. En général, on peut. Donc il a développé 4 principes de mode constructif pour couvrir, j'allais dire, la géologie, la majeure partie de la géologie du 06. Alors ce qui est challengeant, c'est que vous commencez le projet sans avoir l'étude de sol complète. Donc vous commencez le projet sans savoir comment vous allez construire exactement. Ça, pour nous qui aimons les détails constructifs et les matériaux, c'est un peu contre nature. Néanmoins, ça fonctionne quand même. Parce qu'on fait des progrès au contact de ce bureau d'études, on fait des progrès au contact des géotechniciens. Quand on regarde un sol, maintenant on commence à savoir ce qu'on a sous les pieds. Et c'est aussi notre façon de grandir. Donc, comment on construit? Ça passe par effectivement des essais, des choses assez poussées sur la façon dont on construit. Alors, il y a différentes tentatives. Donc on fait des concours, enfin à l'agence on fait souvent des concours, et ça c'est un concours de, j'ai envie de dire, salle polyvalente, mais il y a énormément d'équipements différents dedans, il y a une salle de théâtre, danse, dojo, mur d'escalade, il y a beaucoup de choses dans ce terrain-là, et sur ce programme-là. À côté du terrain, je sais pas quelle heure il est, à côté du terrain, il y a des boris. J'ai pas pris des photos, mais en gros, c'est construction en pierre sèche, assez magique, assez magnifique. Et on se dit, là, sur le terrain, il y a de la pierre. Les anciens, ils travaillaient le sol et ils construisaient avec les pierres qui se dégageaient du sol. Donc, on va faire pareil. Donc, on a appelé notre copain affiliataire et puis on s'est dit, ce projet-là, on construit en pierre, les pierres du site. Les pierres du site, les boris, vous voyez, c'est
aujourd'hui c'est quasiment du land art en soi. Donc on a une attitude de projet en se disant, au final, on ne veut pas avoir une expression de bâtiment en soi, on veut avoir une expression grand paysage. On fait une série de murs avec des portes, et entre les murs, il y a le programme. On a perdu. Donc voilà. Donc première tentative échouée. On a perdu. Pardon, on a perdu entre autres parce que le projet était un peu trop étalé dans le terrain. Et qu'on avait une écriture architecturale peut-être un peu trop ambitieuse, ou je sais pas. Mais bon, enfin après, nous, on se vexe pas plus que ça. On sait qu'on propose des choses un peu qui bousculent, donc on peut pas non plus s'étonner que les gens soient bousculés. Voilà. Mais donc nous, on était très contents de ce projet-là, mais bon, voilà, on n'a pas gagné. Deuxième tentative. Ici, c'est un groupe scolaire à Aise. Bon, vous voyez une maquette, donc je pense que vous connaissez l'issue du concours. On a perdu aussi. Là, c'était un terrain un peu plus compliqué. Néanmoins, ça pouvait en jouer en notre faveur de construire en terre, parce que sur une toute petite parcelle, on demandait énormément de programmes, dont une poche de stationnement, comme souvent, et là ici en souterrain, sous le bâtiment. Donc en fait, un volume de terrassement assez important. Donc matériaux là, a priori, des terrassements pour construire. Donc là pourtant, on a une ambiance plutôt douce, avec des beaux matériaux en façade, mais voilà, on n'a pas gagné. Alors, je dis expérience parallèle, parce que là, ce que je vais vous montrer, c'est pas de la construction en terre, mais c'est une recherche qu'on a faite à l'agence sur un projet construit, en se disant la chose suivante, c'est que comment on fait en zone sismique, on a besoin d'un mur avec des ferraillages, etc. a priori, parce qu'on fait toujours comme ça, il faut faire comme ça. Pour avoir une modénature, une matérialité qui parle avec les murs des anciens. Donc là, autour du site, on a des murs qui... Donc ça, c'est 3 prototypes sur le chantier. Mais les murs qui sont autour de nous, c'est des murs un peu à pierre vue, qui sont un peu sur ces modénatures-là, à droite et à gauche. Là, au centre, c'est un peu trop rouge, un peu trop décalé, mais globalement, ce qu'on a autour de nous, c'est ça. Et on ne peut plus les construire comme avant. Donc nous, on a fait des prototypes pour construire et avoir cette matérialité-là. Les seules choses qui nous trahissent, c'est parfois les baies et les reprises de coulage, qu'on peut voir là un petit peu, mais à mon avis qui vont s'effacer avec le temps. Alors comment on a fait ce procédé-là? En fait, on a réduit au minimum la largeur nécessaire pour construire en béton avec les ferraillages dedans. Dans la banche, on accroche les pierres. Donc c'est un peu le même système que, en gros, bancher avec des pierres à joint vif. Là ici, volontairement, on veut que le béton passe entre les pierres, parce qu'on veut cet effet de pierre un peu pierre vue, une finition comme ça. On a fait différents essais avec l'entreprise. Donc en fait, au décoffrage, il y a un sablage, il y a un nettoyage des pierres. Alors c'est bien parce que ça permet d'enlever les laitences du béton et de retrouver sur un béton un peu brut, un peu rugueux, et qui dialogue assez bien avec la pierre. Et donc là, on a notre bâtiment complètement conforme aux normes parasismiques, qui pose aucun souci, avec cette apparence d'un mur en pierre, et c'est pas de la pierre plaquée, c'est de la vraie pierre, et c'est de la pierre qu'on a récupérée du site. Voilà. Alors ce qui est important de dire, c'est que le fait d'avoir fait ce bâtiment, ça crée un précédent. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, bon, Combas, ils sont un peu fous des fois, mais ils amènent l'idée jusqu'au bout quand même. Et ça fonctionne. Donc du coup, je pense qu'il y a eu un virage. Et énorme virage. Donc c'est la maison de santé à Charleval, aux Bouches-du-Rhône. C'est que c'est un procédé constructif qui est porté par le maître d'ouvrage. Il y a certaines innovations, certains engagements que vous ne pouvez pas mener tout seul. On parlait de l'équipe au début.
Là ici, le maître d'ouvrage veut construire en terre. Il a sélectionné des équipes au concours pour qu'il y ait des propositions engagées. Donc on a eu la chance cette fois-ci de gagner. Donc voici le triptyque d'inspiration, la matière, les principes d'ouverture et le rythme et le dialogue avec l'existant. Et là ici on a, ça a l'air de rien, là, mais pour nous c'est émouvant parce que je vous parlais de 5 ans de recherche, 5-6 ans, des concours perdus, de la recherche sur les projets mais qui non plus ne sont pas aboutis. Là c'est un bloc de terre construit sur site avec les terres du site. Enfin pas tout à fait construit sur site parce que la machine pour faire les blocs n'est pas sur site. Donc là vous avez la terre qui va servir à construire, qui est posée sur la terre, qui a servi à faire ce même bloc de terre. Donc ensuite, sur ce procédé constructif-là, vu la terre qu'on a, on va construire un bloc de terre, et on va le concevoir, et on va le réaliser un peu comme quand on construit en pierre massive. Voilà. Donc c'est assez poétique, c'est assez beau, c'est-à-dire que du terrassement, on va dire qu'on crée de la pierre massive du site. Voilà la situation du projet, les perspectives concours. Vous avez vu, du coup, maintenant, on met du vert et du bleu. Voilà. Des fois, pour les personnes internes, on les fait comme on aime nous, mais voilà. Les intérieurs. Perce extérieure avec le petit patio. Alors c'est un peu bête ce que je vais dire, mais quand on conçoit des ouvertures en plein cintre et qu'on dessine les menuiseries, je dis bien dessiner les menuiseries, parce que je pense que ça a changé, mais c'est vrai que moi, quand je suis sortie de l'école d'archi, quand on a dessiné nos premiers projets, c'était presque honteux de voir un dormant, c'était honteux de voir une menuiserie, c'était honteux de faire une fenêtre. Et en fait, on a un peu traîné ce bagage-là quelques années, Pierre, Mathieu et moi, et ça nous a beaucoup fait progresser de se dire non, il faut que je sache dessiner une toiture en pente, il faut que je sache dessiner une menuiserie, et quand je vais les dessiner, elles seront bien, on parlera d'architecture. Je pense qu'il y a un rejet de certains langages architecturaux parce qu'on s'est fait voler quelque part certains éléments de vocabulaire. Parce que quand on parle d'une menuiserie industrialisée, quand on parle du mât provençal et ses toitures tuiles, un peu avec tous les pastiches qu'on connaît, on a cet imaginaire-là rapide, ce raccourci, même nous, architectes, sortis de l'école, en se disant non, je ne vais pas faire ça. Mais vous ne le ferez pas, ça. Si vous avez la générosité de dessiner la menuiserie comme vous dessinez un plan libre pur, il n'y aura pas de souci. Donc je dis ça parce que le plein cintre, pour revenir à l'idée, une menuiserie en plein cintre, c'est assez compliqué à concevoir, notamment sur les ouvrants, etc. Donc d'un coup, on est sur... je parlais du tailleur de pierre qui vient quand on soit en pierre. Là, on va avoir un bon menuisier sur le chantier. Parce qu'une fenêtre sur pivot en bois, voilà, tout le monde ne sait pas le faire. L'ambiance intérieure. Alors ça aussi, je ne pensais pas parler de ça vraiment aujourd'hui, mais j'espère qu'on ne vous a pas encore posé la question de ce que vous êtes architecte d'intérieur ou architecte d'extérieur. Si. Bon, la meilleure façon de répondre à ça et d'en faire la démonstration, c'est que sur vos projets, faites tout ce que vous pouvez faire. Si vous pouvez dessiner une vis, une poignée, etc., faites-le. Parce que du coup, vous pourrez franchement répondre, il n'y a pas de frontières. On est architecte, point. Et donc sur nos projets, assez rapidement, on nous demande aussi un stade concours, des perces intérieures, etc. Mais on est très attaché, donc vous l'aurez compris, à l'usage. Et donc dessiner un usage, ça ne peut pas se résoudre simplement avec un plan et une coupe. On parle de matériaux, on parle d'assises, on parle de vue, on parle de corps dans l'espace. Et ça se conçoit aussi. Et donc du coup, on aime beaucoup concevoir un peu jusqu'au dernier détail. On ne confie pas toujours toutes les missions, mais
au moins quand on fait, ça donne envie et on peut convaincre certains maîtres d'ouvrage de nous donner une petite mission rallongée. Et quand ça arrive, on est très heureux. Le plan masse. Un extrait de façade. La coupe perspective. Ça peut paraître un peu bizarre à l'ère du numérique, parce que je vous ai beaucoup parlé de maquettes en carton, de dessin à la main. Vous ferez comme vous voulez, mais nous, on pense qu'on gagne du temps à travailler à la main et on ne veut pas perdre ce contact entre l'imagination, le cerveau et la main. Le trajet le plus court entre le cerveau et la chose dessinée, c'est la main. L'ordinateur, déjà, vous avez un intermédiaire, vous avez un outil en plus. On se sert, ne vous inquiétez pas, on se sert de l'outil informatique, on n'est pas non plus... voilà. Mais on gagne du temps en projet et on gagne en pureté en fait, de conception à travailler à la main. L'aller-retour avec l'informatique est obligatoire et vous produisez bien sûr plus vite sur l'ordinateur. Ce qu'on essaye de faire, nous, à l'agence, c'est de gagner du temps en dessin sur l'informatique pour pouvoir avoir du temps pour dessiner à la main. C'est un peu ça l'idée. Et on ne s'interdit pas, donc c'est pour ça que j'ai mis ce beau dessin là. Ça c'est le coup de crayon de Mathieu. On dessine à la main à toutes les échelles du projet. Souvent on a l'impression que c'est l'esquisse, quoi. C'est le début, c'est les prémices. Mais non, un détail, ça peut se dessiner à la main, tout se dessine à la main. Et ce qu'on aime beaucoup aussi sur le chantier, c'est de dessiner les détails devant l'entreprise à la main. Ça c'est trop bien. C'est que vous avez une entreprise qui vous pose une question sur comment elle résout un raccordement de différents matériaux et comment elle assemble. Prenez le crayon de maçon, un mur, et vous dessinez ce que vous voulez. Et vous avez un moyen d'échange qui est direct. Ça évite le « alors attendez, je vais rentrer à l'agence, je vous le dessine, je vous l'envoie par mail ». Voilà. Les plans. Je sais pas pourquoi ils ne sont pas superposés. Voilà. Et la fameuse planche de présentation. Et pour terminer, une photo du chantier. On a béton de site, les longues lignes structurelles en béton. Et bientôt, on va avoir par-dessus les petits blocs de terre qui vont finir la construction. Alors ici, c'est un tout petit bloc de terre, parce que je vous dis, on travaille avec la main. On en a fait quelques-uns à l'agence, parce que je dis pas qu'on avait peur que ça marche pas, mais on avait quand même envie de le voir à l'agence. Donc on fait plusieurs essais de blocs de terre. Donc là, c'est un de nos essais échelle réduite en terre. Je vous remercie.